Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, sort dehors, cité un homme. Emmanuel s'est expliqué rudement pendant près de 3 heures avec Edoui et Jean-Jacques à 2 contre 1. Le moment en tout cas fera date dans l'histoire des émissions présidentielles. Dans un instant, le résumé de la soirée par William Galibert. Le rapport des services français sur les armes chimiques en Syrie par Didier François. Et à 8h15, notre invité, le ministre de l'économie Bruno Le Maire. C'est le plus grand chantier de France et le plus vaste palais de justice d'Europe qui ouvre ses portes aujourd'hui dans le quartier des Batignolles à Paris. Visite guidée avec Chloé Triomphe. À suivre, ce sera l'enquête du 8h. Dans ce journal encore, le coup d'envoi de la réforme des retraites. Première discussion aujourd'hui, nous dira Nicolas Barré. Un hôpital engagé contre les violences faites aux femmes. C'est à Saint-Malo. L'ex-directeur du FBI, Comey, qui dynamite Trump à la télévision. Et le nouveau sacre du PSG, 7-1 contre Monaco hier soir au Parc, face à des supporters plutôt blasés. Bonne nouvelle, il ne sera sans doute plus possible à l'avenir d'interroger le président de la République avec la déférence, voire la complaisance habituelle qui sied aux ors de l'Élysée. Mauvaise nouvelle, ce qui s'est passé hier soir sur BFM tenait moins de l'interview présidentielle classique que de la bagarre de rue. D'ailleurs, il n'y a que Donald Trump qui a été appelé président hier soir en 3 heures d'émission. Emmanuel Macron n'a même pas eu droit à un monsieur. C'est donc davantage la forme de cette émission confrontation inédite qui retient l'attention ce matin. William Galibert. Une table en guise de ring face à Emmanuel Macron, duo sans cravate et sans déférence. Le chef de l'État a beau rappeler la répartition des rôles. La différence, c'est que vous êtes intervieweur et je suis président de la République. Oui, mais et donc nous sommes à égalité. L'interview prend vite des airs de débat où les coups sont portés sans retenue. On ne va pas changer de constitution parce qu'elle ne vous plaît pas. Et où chacun travaille son art de l'esquive ou de la répartie. Vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler. Est-ce une question ou un plaidoyer? Non, c'est une question. Elle a les tournures d'un plaidoyer. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. Mais il n'y a jamais de mauvaise question, mais il peut y avoir des questions orientées. Un président tantôt en défense sur l'exercice de son pouvoir. Est-ce que vous n'êtes pas dans une illusion puérile de toute puissance? Je ne crois pas à la toute-puissance. Je crois à l'autorité, mais l'autorité, c'est pas la toute-puissance. Tantôt en attaque sur Notre-Dame-des-Landes, la SNCF, les universités ou le rythme de ces réformes. Mais arrêtez de dire des bêtises. 2h30 de castagne et ils en redemandent. Chiche. Sourire en coin, le rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle joute verbale après 2 ans de mandat. William Galibert, commentaire dans Le Parisien de l'ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, Franck Louvrier. C'est la pire émission que j'ai jamais vue parce qu'elle a oublié les Français. Franck Louvrier qui sera l'un des invités de Philippe Vandel dans Village Média sur Europe 1 à 9h30. Sur le fond, Emmanuel Macron a longuement justifié les frappes menées en Syrie en expliquant que la France n'a pas déclaré la guerre au régime de Bachar el-Assad. Didier François, vous nous révélez ce matin à partir de quelles informations les services de renseignement ont convaincu le président d'intervenir? Eh bien, ils avaient rédigé à l'intention du président de la République ce qu'on appelle une évaluation nationale, un rapport particulièrement complet, réalisé à partir de sources de renseignement françaises et d'analyses autonomes qui conclut, et là je le cite, sans doute possible que le régime de Damas a bien mené une attaque chimique dans la Ghouta orientale le 7 avril, donc le samedi précédent les frappes. Alors pour que les choses soient totalement claires, il n'y a pas eu à ce stade d'analyse d'échantillons, c'est beaucoup trop compliqué d'en faire sortir de la Ghouta et de les transporter en conditions exploitables jusqu'à une frontière dans des délais aussi courts. Et c'est bien là-dessus d'ailleurs que compte à chaque fois le régime syrien et la Russie pour s'en sortir sans représailles. Mais comment les services français peuvent-ils être aussi affirmatifs sans analyse d'échantillons? Eh bien parce qu'ils disposent de très nombreux éléments convergents et parfaitement cohérents qui, selon le rapport, constituent un faisceau de preuves suffisant. Depuis l'attaque au gaz sarin l'an dernier contre la ville de Rancheroun, les services français ont enquêté sur 44 allégations d'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien et ils ont acquis la conviction que des composants chimiques ont bien été utilisés au moins à 11 reprises. Dans la grande majorité des cas, il s'agissait de chlore et une fois, c'était le 18 novembre 2017 à Asrasta, d'un neurotoxique. Vous voyez bien qu'on est loin du cas isolé, d'autant que les services ont décelé des signes de présence de 4 agences chimiques, le saumon, la léwicite, l'hypérite à azote et du VX, que Bachar el-Assad n'avait jamais déclaré depuis les accords de 2013. Le rapport démontre d'ailleurs de manière clinique comment le régime syrien a conservé un programme chimique complet avec conception, production, stockage en complète contravention avec les engagements signés
au niveau international. L'hypérite comme pendant la guerre de 14. Didier François, merci. Pour la SNCF, l'État reprendra progressivement une partie de la dette à partir de janvier 2020, a dit Emmanuel Macron, sans avancer de montant. Pour l'hôpital, des décisions seront annoncées fin mai et un 5e pilier de la sécurité sociale pourrait être créé pour la dépendance. Mais le très gros chantier qui va commencer à occuper le gouvernement dès aujourd'hui, c'est celui de la réforme des retraites, Nicolas Barré. Oui, les syndicats et le patronat vont commencer à être reçus aujourd'hui par le haut-commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye. Plus qu'une réforme, c'est une révolution. Il ne s'agit pas de bouger un ou deux paramètres comme l'âge de la retraite ou le taux de cotisation. Il s'agit de tout remettre à plat pour aboutir à un système dit universel. Universel car chaque euro cotisé donnera les mêmes droits à chacun, ce qui n'est absolument pas le cas dans le maquis actuel. On va passer de 42 régimes différents à un régime unique. Oui, le but est de corriger les inconvénients et les injustices des régimes actuels. Exemple, chaque cotisé cotise en moyenne à 3 régimes. Ça crée énormément de difficultés en cas de changement de carrière. Il y a aussi de lourdes inégalités entre les salariés du privé et les fonctionnaires, entre les salariés et les indépendants qui doivent cotiser plus pour la même retraite, entre des couples mariés et les concubins. Quand l'un des deux décède, les pensions de réversion ne sont pas les mêmes. Il y a aussi les régimes spéciaux qui devront rentrer dans le rang. Bref, c'est un chantier semé de bombes. Les concertations commencent aujourd'hui. On ne sait pas comment elles finiront. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, merci. À Notre-Dame-des-Landes, une semaine après le début des opérations d'expulsion, on compte ce matin nettement plus de zadistes qu'au départ. Ils sont environ 750. Et selon notre envoyé spécial François Coulon sur place, ils ont repris le contrôle de 2 axes routiers qui avaient été dégagés par les forces de l'ordre. Hier soir, la charpente d'un nouveau bâtiment a été réinstallée là où elle avait été démolie. Un hôpital qui montre l'exemple à présent, Saint-Malo, hôpital pionnier contre les violences faites aux femmes. Initiative d'un urgentiste qui a monté il y a 3 ans un dispositif hors du commun pour détecter et accompagner les femmes victimes de violences. Depuis, 200 victimes ont été accueillies et le gouvernement souhaite s'inspirer de ce modèle. Reportage à Saint-Malo, Mélanie Nunes. Sur les murs de toutes les salles des urgences, le docteur Bouet a fait placarder des affiches au message choc. Et notre slogan, c'est certains cris sont déchirants, certains silences aussi. Donc là, tout le personnel qu'on croise, ils sont tous formés à détecter les violences faites aux femmes. Ils sont formés, ils sont sensibilisés. Alors le premier, ça, c'est presque l'infirmier d'accueil et d'orientation qui l'a, où en fait il peut repérer un peu le comportement du conjoint. S'il répond par exemple à sa place. On a essayé de former les aides-soignants, les infirmiers. Ils peuvent voir les coups dans le dos, les hématomes dans le dos, les traces de griffes. Et pour libérer la parole, cela tient parfois à un détail. Quand j'ai voulu examiner cette femme au niveau de la gorge, je voulais lui palper les ganglions. Et en fait, le petit gamin qui avait 4 ans, il m'a saisi la main pour pas que je touche à sa mère. Et en fait, elle m'a avoué que voilà, son conjoint la battait, etc. et que le petit assistait à ça. Un accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un engagement bien au-delà des horaires de travail, explique Marie Le Goff, pédopsychiatre. Elle accompagne les victimes devant la justice. Bon, elles arrivent un petit peu cassées. Je pense que certaines femmes n'auraient pas passé ce cap d'aller en gendarmerie sans notre accompagnement. Ça facilite les choses. Et les résultats sont déjà là. À Saint-Malo, une femme sur 2 porte plainte contre 1 sur 10 dans le reste de la France. Mélanie Nunes pour le reportage à Saint-Malo. Europe 1. Et les 8h09, Patrick Cohen. C'est donc aujourd'hui que le nouveau tribunal de Paris ouvre officiellement ses portes au grand public. Adieu l'île de la Cité. Le déménagement historique vers le nouveau quartier des Batignolles va s'échelonner jusqu'au mois de juin. On vous emmène visiter ce bâtiment flambant neuf. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Chloé Triomphe. Bonjour. Un bâtiment qui domine désormais le nord-ouest parisien, qui fait 160 mètres de hauteur, c'est immense. Hein. Oui, au propre comme au figuré, le nouveau palais donne le vertige. 2e plus haute tour de Paris après Montparnasse, 38 étages, 50 ascenseurs, 90 salles d'audience, 62 000 mètres carrés et pas moins de 232 arbres sur les terrasses végétalisées destinées à réguler la température intérieure d'un bâtiment aux vitres cristallines. Pour le personnel qui y travaille comme pour le public, c'est une autre image de la justice qu'il véhicule. Alors fini les sols en marbre de l'île de la Cité et les salles d'audience sombres et lambrissées, souvent trop exiguës pour le public. Fini les bureaux de juges aux murs écaillés. Fini aussi le petit bureau d'accueil dans un préfabriqué qui distribuait encore des plans papier aux visiteurs. À la place, 38 boxes d'accueil, des salles spacieuses et modernes en bois blond. Pour Jean-Michel Ayat, le président du tribunal, pas question de s'appesantir sur la nostalgie. Chacun regrettera le quai de l'Horloge, cette vue magnifique sur la Seine, cette salle des pas perdus, bien sûr, mais personne ne regrettera les conditions de travail qui étaient très très mauvaises. Les juges travaillaient parfois à 4 ou 5 dans un bureau exigu. Les greffiers avaient des conditions également qui n'étaient pas bonnes. Beaucoup de locaux très sombres, on ne pouvait plus continuer
continuer comme ça et c'est pour ça que j'ai été toujours un ardent ambassadeur du déménagement. Côté sécurité, Chloé, ce nouveau palais effectue aussi une petite révolution. Ah oui, faute de grilles entourant le bâtiment comme sur l'île de la Cité, le vitrage du rez-de-chaussée côté visiteur est blindé. Il est conçu pour résister à une charge explosive de 100 kg, l'équivalent d'une voiture bélier. Quant à l'ancien dépôt vétuste sous des voûtes en pierre du vieux palais, il est aujourd'hui un alignement de cellules neuves et propres entièrement sous vidéosurveillance, à l'image du bâtiment qui rassemble 1500 caméras, soit davantage que dans les rues de Paris. Un saut dans la modernité que salue le contrôleur général Jean-Marie Gutnecht, en charge de toute la sécurité du palais. C'est un niveau de sécurité indiscutablement supérieur, ne serait-ce que par les moyens modernes, techniques et informatiques qui ont été mis en place. On ne passe les portes qu'avec des badges, tout est sous surveillance vidéo, il y a des déclenchements automatiques d'alarme, c'est un réel progrès, bien sûr. Et sur l'île de la Cité, qu'est-ce qui va rester alors ? Eh bien après, dans l'ancien palais, là où les rois de France tenaient leur lit de justice, il ne restera que les procès d'assises, la cour d'appel et la cour de cassation, mais aussi pour les visiteurs, il restera le musée de la conciergerie ainsi que la Sainte-Chapelle avec ses immenses vitraux du XIIIe siècle. Chloé Triomphe pour l'enquête du 8h, merci. Justice encore aux États-Unis, Donald Trump s'en rapproche. Il a un procureur et des enquêteurs sur le dos, mais cette nuit c'est à la télévision que son procès a été instruit avec l'ex-patron du FBI, James Comey, celui que Trump a viré il y a un an, Xavier Yvon. Oui, James Comey a servi sous George Bush, Barack Obama et donc Donald Trump et jamais, dit-il, il n'aurait pensé prononcer ces mots à propos d'un président des États-Unis. C'est choquant et j'aimerais ne pas dire ça, mais il est possible, oui, que la Russie ait des informations compromettantes sur Donald Trump. Et James Comey précise, c'est peu probable, mais je ne peux pas l'écarter. Par exemple, la fameuse vidéo qui aurait été tournée dans la chambre d'hôtel de Donald Trump lors d'un séjour à Moscou, eh bien l'ancien directeur du FBI n'exclut pas qu'elle existe. Je ne sais pas, dit-il, si l'actuel président des États-Unis était avec des prostituées urinant les unes sur les autres à Moscou en 2013, mais c'est possible. Dans cette interview, James Comey compare aussi Donald Trump à un parrain de la mafia qui a tenté de le faire rentrer dans sa famille avant de le virer. Il ment en permanence à propos de tout, assène James Comey avant de conclure. Notre président doit personnifier le respect, adhérer aux valeurs de ce pays, la plus importante étant la vérité. Il est moralement inapte à être président des États-Unis. Xavier Yvon, notre correspondant à New York. Le football, le PSG champion de France pour la 7e fois de son histoire. Victoire écrasante contre Monaco 7-1 au Parc des Princes hier soir. Succès incroyable et sacre qui pourtant ne fait ni chaud ni froid aux supporters. Pierre Herbulot. Un match de gala, un titre de champion de France à domicile, une atmosphère de défaite à la sortie du Parc des Princes. Pas de chant, pas de klaxon, pas de cris. Les supporters sont quand même contents, mais un peu à l'image de Fabien. Ouais, ça va, c'est cool. Paris est magique, mais Paris va se coucher sans faire la fête. Gagner la Ligue 1, c'est devenu trop facile, trop banal. On était tellement sûr que PSG allait être champion de France que effectivement, il n'y a pas eu l'enthousiasme qu'il y a eu d'autres années. On va pas se le cacher, PSG, on savait qu'ils allaient être champions. La Ligue 1, ça fait 7 ans qu'on l'a, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Rassurez-moi, c'est pas normal de gagner le championnat de France. Et si, malheureusement, ça l'est maintenant. Les fans du PSG visaient plus grand. Oui, la déconvenue contre Madrid en Coupe d'Europe reste dans toutes les têtes, y compris dans celle d'Alan. La Ligue des Champions l'attend vraiment. Et on a été déçus par rapport au match retour, on a mis le feu, on était là, mais bon, on verra l'année prochaine, mais en tout cas, fiers d'eux pour cette Ligue 1. Voilà, un supporter constructif, le club pourra compter sur lui contre Caen après-demain. Il reste la Coupe de France à aller chercher. Pierre Herbulot, reportage au Parc des Princes. Europe.